Bonsoir à tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce soir, dans la France profonde, comme on dit, en plus enneigé. Bien. J'appartiens donc à l'association qui s'appelle l'ADES, Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale, que j'ai contribué à créer il y a 50 ans, fidèle à cette association depuis l'origine. J'ai été, toute la dernière fin de ma vie professionnelle, salarié de cette association, avec en charge la revue, le rédacteur en chef de la revue. Elle s'appelle aujourd'hui Territoire, c'est pas toujours appelé comme ça. Et j'ai également contribué à la création du mouvement des pays, comme on l'appelle, qui a commencé par une grande rencontre nationale en 82 qu'on a appelé les États généraux de Mâcon, d'où sont issus successivement deux associations, une qui a remplacé l'autre, la NDLP, puis l'UNADEL. Et depuis de nombreuses années, ADES et UNADEL travaillent ensemble. On est maintenant même dans les mêmes locaux. Et quand cette réforme a commencé, on a décidé de mettre sur pied une commission mixte entre l'ADELS et l'UNADEL, qu'on a appelée pompeusement cellule de veille, qui a donc suivi pas à pas l'évolution de cette réforme, publié des textes, rédigé des amendements pour le Parlement quand tous étaient rejetés, mais enfin on a rédigé ces amendements, fait des quantités de réunions, et moi-même, en ce moment ça bat son plein, mais depuis avril c'est 2-3 soirées de ce type par semaine à travers la France. On fait ce qu'on peut pour essayer que les différents acteurs, y compris des citoyens de base, s'intéressent à cette réforme très importante, comme je vais essayer de vous le montrer, et rester malheureusement, si on prend les grands médias, assez confidentielle. Quand on interroge un certain nombre de journalistes de la presse écrite ou audiovisuelle, mes chers collègues, et qu'on leur dit mais il faudrait quand même un peu parler de ça, ça va quand même beaucoup faire bouger le paysage français, et ils répondent en général ça n'intéresse personne. Je pense que c'est une grave erreur, mais je vais essayer de vous le démontrer. Donc il y a un peu plus d'un an, le gouvernement a déposé devant le Parlement 4 projets de loi, en a annoncé un 5e. Le premier projet est entièrement voté depuis le mois de janvier dernier, il est quasiment passé inaperçu. Le second vient d'un cheminement parlementaire du second vient de s'achever il y a quelques jours. Donc les deux assemblées ont fini par voter le même texte, issu d'une commission mixte paritaire entre les deux assemblées. Et lundi dernier, on est donc en pleine actualité, le Parti socialiste a saisi le Conseil constitutionnel pour faire annuler 5 dispositions de cette loi. Nous sommes donc dans l'attente, pour avoir le texte définitif, de la décision du Conseil constitutionnel, dont nous ne savons pas le délai, ça peut être très rapide comme ça peut demander du temps, dont nous ne savons pas non plus la teneur, ça peut être du suivisme du gouvernement, comme ça peut être retoquer un certain nombre de dispositions. C'est la seule inconnue qui reste sur ce texte. 2 autres textes, qui sont des textes électoraux, doivent intervenir d'ici la fin de l'année, début 2011. Et enfin, le 5e texte est définitivement abandonné. C'est celui qui concernait une nouvelle répartition des compétences. Je ne parlerai donc que des 2 textes, celui qui est voté et celui qui est pratiquement achevé. Le premier texte, très rapidement, s'appelle le texte de la concomitance des calendriers. C'est un texte qui a raccourci la durée du mandat des conseillers régionaux, 4 ans au lieu de 6,
pour que le mandat des conseillers régionaux s'achève en mars 2014 et qui a réduit de 6 à 3 ans le mandat des conseillers généraux que nous élirons en mars prochain, de façon à ce que tous les mandats locaux, municipaux, conseils généraux, conseils régionaux, s'achèvent en même temps en mars 2014 et qu'en 2014, nous votions le même jour pour les élus de tous les niveaux de collectivité locale. Le but du gouvernement, le but annoncé du gouvernement, étant que si toutes les élections locales ont lieu le même jour, elles donneront lieu à un grand débat national dont les électeurs se passionneront, et c'est donc un moyen de réduire l'abstentionnisme électoral qui s'accroît dangereusement, vous le savez, au niveau des élections locales. Donc ça, c'est tout ce que j'en dis, c'est fini, on pourra en discuter, je vous ai donné l'argument majeur du gouvernement, c'est passé sans trop de difficultés devant le Parlement, la gauche a voté contre, mais je rappelle que la gauche est minoritaire dans les deux assemblées, c'est une de mes remarques préalables, l'UMP fait la loi elle toute seule à l'Assemblée nationale, puisque le groupe UMP est majoritaire à lui tout seul, mais au Sénat, l'UMP a besoin des 29 voix de l'Union centriste pour faire une majorité. Si le texte a beaucoup bougé depuis son dépôt initial jusqu'au texte définitif qu'on a maintenant, c'est uniquement par le jeu des centristes. La gauche s'est battue comme le diable, a déposé à chaque lecture plus de 500 amendements, donc près de 2000 en tout, qui ont tous été rejetés. Donc la gauche n'a absolument pas fait bouger le texte. La seule chose qui a fait bouger le texte, c'est l'espèce de chantage des sénateurs centristes qui disaient à l'UMP « on ne votera pas le texte si vous n'acceptez pas tel amendement ou tel autre amendement ». Ça, c'est pour comprendre un petit peu le jeu politique qui continue d'ailleurs, car vous savez qu'en particulier depuis le remaniement, mes propos sont très politiques, mais on ne peut pas séparer une telle réforme de la politique. Il y a une certaine velléité des centristes de prendre de l'indépendance par rapport à l'UMP, ne serait-ce que pour présenter un candidat à la présidentielle. Et donc ça a joué dans cette discussion. Les centristes collaient-ils à l'UMP, se couchaient-ils à tous les dictats de l'UMP, ou prenaient-ils de la distance? Donc tantôt ils se montraient assez indépendants et vigoureux, tantôt ils finissaient par accepter, ils ont avalé beaucoup de couleuvres, et finalement ils ont voté le texte. Pas tous, le groupe centriste du Sénat s'est divisé en deux, et le texte a été voté à 3 voix de majorité, avec à peu près la moitié du groupe parlementaire de l'Union centriste. L'autre moitié s'abstenant ou votant contre. Voilà, si vous voulez, le panorama politique de fond. Alors ce grand texte n'a pas surpris, je dirais, les spécialistes, ni peut-être certains d'entre vous, car l'idée d'une réforme des collectivités locales n'est pas sortie comme ça brusquement de la tête de notre président de la République. Beaucoup d'idées sont sorties de sa tête, mais beaucoup d'idées étaient déjà dans l'air. Au moins une quinzaine de rapports depuis 2 ans et demi ont été établis autour de l'idée qu'il fallait moderniser le système local de gestion de la France. Alors, je ne veux pas citer ces 15 rapports, mais vous en connaissez au moins 2. Il y a eu le rapport Attali, dont on a beaucoup parlé il y a environ 2 ans. Et il y a eu surtout le rapport de la commission présidée par M. Balladur en mars 2009, avec 40 propositions pour moderniser la gestion locale de la France. Et le texte de projet de loi déposé par le gouvernement reprend, pas toutes, mais un nombre important des propositions faites par Édouard Balladur et sa commission. Donc quand le 19 octobre 2009, le gouvernement a déposé devant le Parlement le projet de loi, les spécialistes, ceux qui suivent ces questions, n'ont pas été
surpris outre mesure. Surpris par certaines dispositions, mais pas surpris par l'esprit général de ces textes. Donc je n'ai pas la prétention, dans le temps qu'on m'a donné, de traiter de la totalité d'un texte très long, très complexe, juridiquement coriace. Je dis tout de suite, je ne suis pas juriste de formation, je suis géographe de formation, comme on vous l'a dit, mais on est obligé de faire du droit quand on s'intéresse à ces questions-là. Je pourrais prendre le texte article par article, vous le décortiquer. Bon, non, je vais essayer de centrer mon réflexion sur 3 sujets majeurs, qui ont été annoncés d'ailleurs dès le début par le gouvernement, quand il a annoncé quels étaient les objectifs de la réforme. Fait que toute loi est précédée d'un exposé des motifs dans lequel le gouvernement dit « Voilà pourquoi je vous présente cette loi pour obtenir tel résultat ». Et quand on est intellectuellement honnête, quoi qu'on pense du gouvernement, on commence par dire « Il faut que je réussisse à comprendre pourquoi il fait ça, quelles sont ses intentions ». Et de réfléchir, c'est ce qu'a fait la commission mixte dont je vous ai parlé. On a commencé par se saisir de tous les textes disponibles dans lesquels on pouvait se faire une idée des intentions. Le premier étant le discours de Saint-Dizier du président de la République dans lequel il lance cette réforme en juin 2009, un long discours très détaillé, et puis naturellement les exposés de motifs des différentes lois, les discours des ministres, des porte-paroles de l'UMP, des turiféraires du président, qui n'ont pas manqué de dire que ces propositions étaient géniales. Bon. Donc 3 idées majeures.